Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un autre thème concernant le semestre 2, suite à la demande de quelques amis parce que ils attendent l'examen. Donc aujourd'hui, on va aborder la Révolution française de 1789. Normalement, la Révolution française, ou le résultat de la Révolution française, normalement, c'est le résultat d'un changement qui a marqué tout le XVIIIe siècle, le siècle de Lumière. Mais moi, je vais m'attarder, consacrer le cours des 20 ou 25 années qui ont précédé à la Révolution française. Et je vais commencer par la guerre des 7 ans. La guerre des 7 ans qui s'est déroulée entre la France et l'Autriche d'un part, et l'Angleterre et la Prusse de 1756 vers 1763, où la France elle a perdu ses colonies, notamment le Canada et la Louisiane, au profit des Anglais et des Prusse. C'est d'un côté. D'autre côté, vers 1774, on est en pleine présence du règne de Louis XVI, le petit-fils de Louis XV, époux de Marie-Thérèse d'Autriche. Mais malheureusement, ce roi, il s'intéressait peu à la politique et préfère les sciences et l'horlogerie. C'est d'un côté. D'autre côté, il était entouré de ministres plus ou moins faibles qui tendent à réformer les finances, que la noblesse et le clergé refusent toujours. Parmi ces ministres, il est à noter M. Nicard, qui souhaite limiter les dépenses de la cour. Donc, le problème, c'est que Louis XVI va intervenir dans la guerre d'indépendance américaine qui était entre 1775 et 1783. La France alors a soutenu les insurgés contre le gouvernement britannique. Est-ce qu'il y a demandé à la France beaucoup de dépenses normalement plus ou moins inutiles? Ça d'un côté. D'autre côté, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la France vivait dans un... Parce que normalement, la France vivait dans un climat social tendu. Il y avait surtout entre 1707 et 1789, il y avait de mauvaises récoltes. Il y avait un hiver rude. Il y avait une augmentation de prix de pain vers 75%, ce qui a provoqué des émeutes et des endettements pour la France. Donc, on est au début de 1789 face à 4 crises. Une crise financière, économique, le prix de pain augmente comme j'ai dit, il y a une crise sociale, les inégalités entre le tiers d'État et le clergé et les nobles, une crise politique, un pouvoir politique faible. Louis XVI même, il était un roi plus ou moins faible, avec ses ministres qui sont aussi faibles que lui. Donc, mais accablé de cette détresse et accablé du détresse du trésor, le roi était obligé de convoquer les États généraux le 5 mai 1789. C'est quoi les États généraux? Normalement, c'est une assemblée exceptionnelle qui était créée par Philippe le Bel en 1302. La dernière convocation des États généraux date 1614 par Marie Médicis, mère de Louis XIII, femme d'Henri IV. Donc, ces États généraux, normalement, ils regroupent 3 ordres qui caractérisent la division de la société pendant l'Ancien Régime. Il y a d'un part les nobles qui détiennent le pouvoir politique et militaire et ils détiennent les richesses et les terres. D'un autre côté, le clergé qui regroupe les chefs religieux, les prêtres, cardinaux, évêques, et eux aussi, ils détiennent toute la richesse. Et en plus de ça, ils
payent pas d'impôts, ni le clergé et les nobles. Et en troisième lieu, il y a le tiers d'État qui représente le reste de la société. D'un côté, les paysans, les artisans et les bourgeois qui, eux aussi, veulent participer au pouvoir politique parce qu'avec leur commerce, ils sont devenus plus ou moins riches. Donc, ils veulent participer à la prise des décisions au sein du royaume. Mais lors du discours solennel de Louis XVI, ceux qui espéraient les réformes étaient déçus. Normalement, ils veulent voter par tête, ils n'ont pas par ordre. Parce que normalement, ils représentaient la majorité de la société, presque 96 ou 98% de la population. Mais ce que le roi refusait, donc après un mois d'attente, après un mois de discussion, il proclame, en 17 juin 1789, l'Assemblée nationale qui incarne la nation. Le roi, toujours en désaccord, il ordonne la fermeture de la salle des menus, des plaisirs. Alors, qu'est-ce qu'ils font les députés? Alors, ils se réfugient dans la salle de jeu de pommes. Ils promettent de ne pas sortir de cette salle avant de rédiger une constitution au pays, ce qu'on va appeler, ce que s'appellera après le serment de jeu de pommes, le 20 juin 1789. Donc l'Assemblée nationale siégera dans cette salle jusqu'à le 3 septembre 1789 et exercera alors le pouvoir législatif. Mais le roi ordonne la dispersion de cette assemblée. Mirabeau, député de tiers-État, prononcera sa phrase célèbre. Il répond à Louis XVI en disant « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. » Normalement, le serment de jeu de pommes n'a pas de portée juridique, mais son impact symbolique était très fort. Elle fut comme un prélude de la souveraineté nationale et la séparation de... Donc, comme j'ai dit, le serment de jeu de pommes n'a pas de portée juridique, mais normalement, c'est juste un impact symbolique. Parce il fut un prélude pour la souveraineté nationale et la séparation de pouvoir et la fin de l'ancien régime. Donc l'Assemblée nationale constituante, qui était formée par les trois ordres, noblesse, clergé et tiers d'État, s'inspirait des idéaux démocratiques américains. C'est d'un côté. Mais le peuple français en général avait peur d'une éventuelle attaque des mercenaires et des régiments parce que le roi a chargé des mercenaires pour soutenir Paris, pour défendre Paris. Donc le peuple, dans cette peur-là, ils ont cherché des armes. Donc, ça datait 14 juillet 1789. Et donc ils prennent l'assaut de la Bastille. La Bastille, c'était un prison. Normalement, c'était le symbole de l'arbitraire et de l'injustice. Mais à l'époque, normalement, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers là-dedans. Il y avait, je crois que 7 ou 8 prisonniers. Normalement, il y avait là-dedans que des armes et de poudre. Donc, comme j'ai dit, le peuple prit l'assaut de la Bastille, prenait les armes, la poudre, et guillotine Launay, le gouverneur. Donc sa tête elle était jetée par la foule. Et toutes les villes, ils ont pris l'exemple de Paris. Les milices bourgeoises s'emparent aussi de municipalités, de toutes les municipalités de la France. Donc le roi n'avait rien à faire devant cette insurrection. Et donc il a accepté de porter la cocarde, qui était la symbole de l'unité nationale. C'est quoi la cocarde? C'était
Normalement, il met le blanc royal et le bleu et le rouge des Parisiens. Mais même après l'acceptation de porter la cocarde, symbole de l'unité nationale, le blanc, le bleu et le rouge, les paysans français hein, à l'époque, avec des rumeurs qui étaient infondées, hein, ils avaient peur de l'arrivée des brigands qui étaient payés par des aristocrates, commencent à attaquer les châteaux des seigneurs. Ils avaient brûlé les terriers où sont consignés les droits féodaux. Donc l'Assemblée nationale, il a vite agi, donc l'Assemblée constituante, le 4 août 1789, abolit tous les privilèges du clergé et des nobles et les droits des féodaux des seigneurs. Mais le roi n'est pas d'accord avec eux, il ne veut pas approuver ces décisions. C'est l'effondrement en fait de l'ancien régime. Le 26 août 1789, il y a ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, avec son premier article qui dit que les hommes naissent libres et égaux. Les droits et les distinctions sociales ne peuvent être fondés que sur l'utilité et le mérite. Donc, c'est un article qui reste très signifiant jusqu'à nos jours. Donc, comme j'ai dit, le 20 octobre 1789, pendant le mois d'octobre 1789, face au refus de roi, une foule enragée ramène le roi et sa famille de Versailles au palais des Tuileries à Paris. C'est normalement le commencement de la rupture entre l'Église et la Révolution. Donc, parce qu'on a commencé à vendre les biens du clergé. Le 14 juillet 1790 date le premier anniversaire de la Révolution. Donc, la France célèbre donc, son premier anniversaire de la Révolution. Donc, il y a union entre le roi et la nation. Lafayette, héros de guerre de l'Amérique, prête un serment qui restait célèbre, donc, dans lequel il annonce ne jurant de rester fidèle à la nation, à la loi, au roi, de protéger la libre circulation des grains et de subsistance et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Louis XVI et la foule prête serment aussi. Mais normalement, le roi était tout le temps pas d'accord avec les révolutionnaires. Le 12 juillet 1790, le pape VI condamne la constitution civile du clergé parce qu'il n'était pas d'accord avec les changements. Donc il y a un conflit entre le clergé se divise en deux. Il y a le clergé jureur qui accepte le serment et il y a le clergé réfractaire qui refusait le serment, qui était hostile à la Révolution. Le 20 juin 1791, le roi, toujours pas convaincu des changements, essaye de fuir Paris pour rejoindre les nobles, mais arrêté à Varennes, il ruine à jamais l'immense respect dont il jouissait encore. Donc il était ramené de Paris avec l'indignation de la foule. Et puis après, il y avait une nouvelle constitution, celle de septembre 1791, qui était faite à l'anglaise, à la monarchie constitutionnelle. Donc normalement, le roi de France n'est plus roi de France par la grâce de Dieu, mais devient roi des Français et détient seulement le pouvoir exécutif, alors que l'Assemblée détient le pouvoir législatif. Cette Assemblée était élue par suffrage censitaire.
censitaire, c'est-à-dire quoi censitaire, c'est-à-dire un droit de vote selon l'impôt payé. Donc on était normalement face à une nouvelle organisation, des nouveaux départements, la justice était gratuite, de nouveaux réformes des impôts, il y a la suppression des biens des nobles et du clergé, une nouvelle monnaie vient d'apparaître, une monnaie en papier, ce qu'on appelle les assignats. Mais malgré ces changements, les Français étaient divisés entre ceux les modérés qui veulent sauver la monarchie et les extrémistes normalement pas des extrémistes, mais des extrémistes face à la monarchie, face au pouvoir absolu, et qui ne voulaient plus de la monarchie constitutionnelle et qui optaient pour une république. Et parmi eux, il y avait les Jacobins, à leur tête Robespierre, les Cordeliers avec Danton, et le sans-culotte avec Marat. Ils sont appelés, entre parenthèses, sans-culottes, parce que normalement, les nobles portaient des culottes et le peuple, normalement, les pauvres ne portaient pas de culottes, c'est pour ça qu'on les appelait les sans-culottes. À leur tête, un Marat. Mais, normalement, après la fusillade de Lafayette, il y avait normalement une rupture finale entre le peuple et les nobles. Donc, comme j'ai dit, il y a les Jacobins, les Cordeliers et les sans-culottes, et à ne pas oublier les Girondins aussi. Donc, face à cette division entre les Français, on sera en plein conflit, normalement en plein conflit intérieur et extérieur, parce qu'il y avait des opposants aussi à la Révolution française, parmi eux des souverains étrangers qui avaient peur vis-à-vis de leur trône. Donc, ils appellent à la guerre, ils veulent se tenir le roi, mais les Français ou les révolutionnaires déclarent la guerre aux troupes prussiennes et autrichiennes et condamnent et soupçonnent le roi de se tenir les ennemis. Donc ils prennent le château de Tuileries et condamnent le roi, ils l'emprisonnent, ils proclament l'abolition de la royauté et la naissance de la Première République en septembre 1782. Pardon, pas 1782, 1792. Pas 1782, mais 1792. Donc, et par suite, le roi était guillotiné en 1793 et sa femme aussi, Marie, quelques mois après. Nous sommes alors en plein terreur en France. Il y a, après l'assassinat du roi Louis XVI, il y a règlement de compte entre ceux qui défendaient le roi, les révolutionnaires qui sont modérés. Il y a des exécutions successives. Et la dernière, c'était celle de Robespierre, normalement, qui a mis fin à cette terreur. Normalement, Robespierre était considéré comme un plus grand tyran, parce que c'est lui qui a massacré beaucoup de révolutionnaires modérés et des défendeurs de la monarchie. Après, en 1795, il y a la mise en place du directoire qui date de 1795 vers 1799, donc pour apaiser la vie politique et pour éviter cette tyrannie qui durait avant. Donc le directoire, il était composé de 5 directeurs et 2 conseils, le conseil des 500 et le conseil des anciens. En 1799, il y a coup d'état de Napoléon avec l'aide de son frère qui était député. Et nous sommes en présence de la fin de la Révolution française. Napoléon a mis en place le consulat. C'est un système normalement dirigé par 3 consuls, mais normalement c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige tout. En 1802, il fut nommé consul à vie. Et en 1804, elle est sacrée
l'empereur en présence par la bénédiction du pape. Et après, il installe ses frères et sœurs dans les 30 des autres pays que la France a conquis. Donc, le règne de Napoléon dure de 1799 vers 1814. Et il a exercé en fait tous les pouvoirs. On était en présence d'une dictature. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et merci beaucoup. À la prochaine séance. Merci.